On poursuit ce Lex Inside. On va parler de l'avocat acteur de la transition écologique avec mon invité, Laurence Roch, responsable du groupe de travail droit de l'environnement au sein du CNB. Laurence Roch, bonjour. Bonjour. Alors, le CNB a publié un guide sur l'avocat acteur de la transition écologique. Qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de ce guide ? Alors, en fait, ce qui a motivé l'élaboration de ce guide, c'est d'abord le travail du groupe de travail environnement. C'est vrai qu'au Conseil national des barreaux, jusqu'à présent, il n'y avait pas en fait un groupe de travail dédié à l'environnement. On a réalisé qu'en fait, on ne pouvait plus continuer en fait de traiter ce sujet à la marge selon certaines commissions, et on s'est dit, il faut vraiment, c'est devenu en fait un droit majeur, et il faut absolument que les avocats s'en emparent. Dans la mesure où on représente ces 77 000 avocats, il nous a semblé intéressant, par le biais d'un guide, de permettre à ces avocats de, en fait, avoir un accès à un droit qui est technique, parce qu'il est en fait à cheval entre des données scientifiques, évidemment des données juridiques, mais également extrêmement porteur d'activités, d'abord d'activités de conseil, puisque l'avocat va conseiller les entreprises sur un certain nombre, on va dire, de prérequis environnementaux qui aujourd'hui sont nécessaires par rapport aux normes, mais également pour les consommateurs, mais même pour les clients du cabinet, et évidemment également pour tout ce qui est contentieux, puisque vous savez qu'aujourd'hui le contentieux de l'environnement est un contentieux émergent très important, aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Donc le guide, l'idée de ce guide, c'est vraiment de permettre à l'avocat de s'emparer d'abord des formations potentielles, ensuite des outils, aussi bien en qualité de conseil que dans le cadre du contentieux. Et il est en ligne, on peut évidemment le télécharger via un QR code sur le Conseil national des barreaux. Alors on voit que c'est un enjeu majeur pour l'avocat. Quels sont les principaux défis pour l'avocat sur cette transition écologique ? Alors il y a deux défis, je pense que, et c'est un peu l'intérêt du Conseil national des barreaux, c'est à la fois de pouvoir conseiller l'avocat qui est l'avocat entreprise, donc l'avocat conseil en droit des affaires, et puis l'avocat des associations de protection de l'environnement. Et donc, les défis, le premier défi, c'est que les entreprises, malgré la dérégulation qui est en train de se passer au niveau de l'Union européenne avec la directive Omnibus, c'est vraiment que les avocats continuent de faire comprendre aux entreprises l'importance, en fait, de la compliance, c'est-à-dire de respecter les règles de durabilité, parce que d'abord, c'est fondamental vis-à-vis de leurs clients, et puis c'est aussi parce que la France a été en pointe sur ce devoir de compliance, et on le voit peut-être aujourd'hui avec ce qui se passe avec Chine. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre d'entreprises qui décident finalement de se retirer du BHV. C'est intéressant parce que ça montre qu'aujourd'hui... réputationnel. Voilà, et pas seulement d'ailleurs réputationnel. Je pense que les entreprises ont compris aussi, et par exemple la Chine en ce moment est en train d'avoir toute une réglementation sur le droit de l'environnement, que la population, les consommateurs ont besoin aussi d'être dans un certain nombre de respect des droits humains. Donc la France a été en pointe sur le devoir de vigilance, et donc il est important, ça c'est un défi, que la France reste en pointe là-dessus, y compris dans la bataille sur l'Union européenne. Après, il y a tous les défis des contentieux de changement climatique. On l'a vu avec les accords de Paris, qui vont fêter leur 10e anniversaire à Belém. Évidemment, le contentieux sur le changement climatique, les avocats ont été en pointe, y compris les avocats français, en mobilisant un certain nombre de normes, aussi bien nationales qu'internationales. Et je crois que le défi, c'est de continuer à pousser pour que les États continuent à comprendre que s'ils ne le font pas de manière, j'ai envie de dire, volontaire, le contentieux est là pour leur imposer de le faire. Le poids des normes explique en partie la dérégulation européenne. Comment les avocats appréhendent ces sujets ? Je pense qu'ils peuvent être des grands facilitateurs de compréhension et de pédagogie. C'est-à-dire que j'entends ce que disent les entreprises sur le fait que peut-être la norme est finalement contraignante et incompréhensible. Mais il faut bien qu'ils comprennent que la norme protège. Et qu'elle les protège eux-mêmes, en fait, les entreprises. C'est-à-dire, et je pense que là, l'avocat conseil, c'est extrêmement intéressant, et on le montre dans le guide, comment il peut expliquer de manière pédagogique et évidemment faciliter la compréhension de la norme pour la protection de l'entreprise. C'est-à-dire que quand l'entreprise va elle-même mettre un certain nombre, on va dire, de facteurs de durabilité, de respect de l'environnement, elle le fait à la fois pour son entreprise, mais également parce qu'elle va avoir des sous-traitants et qu'elle va du coup prévenir des actions en responsabilité. Parce que, in fine, si elle ne le fait pas, derrière, il y a des actions en cascade en responsabilité qui peuvent lui tomber dessus.
Alors, au-delà de ces aspects que vous venez d'évoquer, il y a aussi les politiques RSE des cabinets d'avocats. Où en est-on? Est-ce qu'ils se sont emparés de ces sujets pour eux-mêmes, j'ai envie de dire? Alors ça, c'est vraiment une question très intéressante parce que pour nous, c'est essentiel de faire comprendre aux cabinets d'avocats qu'ils sont aussi des entreprises comme les autres. Et qu'ils peuvent conseiller leurs clients, mais il faut aussi qu'ils regardent et qu'ils balayent devant leur porte comment ils intègrent une politique environnementale. Alors, l'idée, là, aujourd'hui, on est en train de refaire un guide RSE pour les avocats parce qu'il y a deux choses. Un, prendre conscience, est-ce qu'on est dans les clous ou pas de la protection de l'environnement. Donc la première chose, c'est de faire ce qu'on appelle un questionnaire d'évaluation. Donc on a mis en place, alors il existait déjà depuis 2017, mais on est en train de le rénover un peu sur, par exemple, le bilan carbone. Rien que ça, faire son calcul. C'est un audit. C'est un audit. Et ensuite, les solutions. Solutions en matière de déplacement, solutions en matière d'utilisation, par exemple, on va dire des consommables, des entreprises avec lesquelles on peut contracter, qui seraient respectueuses de l'environnement. Et puis je dis, le dernier sujet, c'est l'intelligence artificielle. Il faut bien avoir conscience. Pourquoi c'est un vrai sujet? Parce qu'évidemment, c'est énergivore et qu'on n'a absolument pas conscience du fait qu'il y a à la fois un problème environnemental qui est évidemment la consommation d'énergie, et puis la question de la transparence des algorithmes. Et donc là, je pense que nous avons, mais j'ai envie de dire les éditeurs aussi, un vrai enjeu de est-ce qu'on contracte avec des éditeurs qui ont une forme de transparence sur les algorithmes et qui ont pensé la question de l'énergie et de la consommation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut labelliser certains éditeurs éco-responsables, entre guillemets? Alors, c'est par exemple ce qu'aujourd'hui imagine le barreau de Paris. Donc, on pourrait, nous aussi, imaginer une charte où, en tout cas, il y aurait un questionnement ou un audit des éditeurs avant de contracter avec eux. En tout cas, avoir une conscience de ça dans le cadre de ces relations avec les éditeurs. L'idée, c'est un peu d'évoluer vers un avocat durable, entre guillemets? Exactement. Tout à fait. Et alors, dans cet avocat durable, c'est vrai que cette expression est un peu galvaudée, donc durable, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, en ce qui concerne, en tout cas, le droit de l'environnement, dans la durabilité, c'est vraiment la question de, à la fois, le respect de la norme environnementale, mais aussi, comme vous le dites, la question de sera-t-on encore là, en fait, dans plusieurs années. Et ceux qui le seront, je pense, sont ceux qui, auront respecté les normes environnementales, c'est une évidence, parce que je pense que le consommateur va aussi de plus en plus demander, consommateur client, comment fonctionne le cabinet. Je sais que les entreprises le font déjà, et qu'elles choisissent, et je pense par exemple en Angleterre, où la Law Society a vraiment fait un énorme guide là-dessus, les clients regardent la politique environnementale des cabinets pour ensuite conclure. Et inversement, nous devons nous amener les clients, et notamment les entreprises, à avoir conscience de ce qu'on appelle, nous, les émissions conseillées. C'est-à-dire, qui conseillons-nous comme clients et quelle politique ont-ils en matière environnementale? Donc, je pense que là, pour le coup, il y a vraiment une interaction entre le client et l'avocat. Et pour terminer, le CNB, vous essayez d'encourager les avocats vers une voie vertueuse en ayant des exemples concrets au-delà des guides, en les accompagnant aussi? Bien sûr, on peut ça là-dessus, on peut les accompagner. Alors, on ne fait pas de politique individuelle. On ne va pas évidemment se substituer aux cabinets qui le font, mais en revanche, la commission peut être saisie à tout moment par n'importe quel avocat. On a des mails pour pouvoir nous avoir évidemment une interface sans, bien sûr, faire de publicité pour un avocat plutôt qu'un autre. Ce n'est pas absolument le but du Conseil national des barreaux. Mais en revanche, accompagner sur une réflexion, y compris les barreaux. On peut aussi faire de la formation auprès des barreaux. On va conclure là-dessus. Merci Laurence Roch. Je rappelle que vous êtes responsable du groupe de travail droit de l'environnement au sein du CNB. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.